Céline se livre avec le Festival du Lac les 8 et 9 juin à Collonges-Bellerive. Bonjour Laurence Boïta. Bonjour. Vous venez nous parler de la Gingolaise. Vous nous plongez à la fin du XVIIIe siècle à l'autre bout du lac. On est du côté de Saint-Gingolph avec un personnage qui est une femme et qui va se faire passer pour un homme pour pouvoir partir à la guerre. Elle va devenir Charles Garin de Saint-Gingolph pour pouvoir partir avec les combattants suisses jusqu'en Espagne. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire, qui est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. En tout cas, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Je suis tombée dessus par hasard. J'étais en train de travailler sur une nouvelle d'une jeune femme, alors que j'ai tout à fait de fiction. Et puis, je suis tombée sur quelques lignes parlant de cette très jeune femme qu'on avait découvert sur son lit de mort être une femme, alors qu'elle s'était inscrite comme garçon, effectivement, pour s'engager. Elle doit aller en Espagne pour pouvoir combattre. Elle réussit quand même à faire illusion, parce qu'on comprend que c'est un garçon. Enfin voilà, elle réussit à montrer ça, mais par contre, elle est extrêmement petite. Elle se fait recaler plusieurs fois pour aller à la guerre, et pourtant, elle persiste. Elle veut vraiment aller combattre. Elle a 16 ans. Pourquoi est-ce qu'elle a tant envie de partir? Alors ça, c'est toute la question que je me pose tout au long de l'écriture. C'est parce que j'ai toujours pas compris exactement. Si ce n'est qu'elle a 16 ans. À 16 ans, peut-être qu'on a l'impression d'être immortel, je ne sais pas. Donc, elle part combattre. C'était sans doute un honneur à ce moment-là de pouvoir combattre. Et puis, effectivement, elle est trop petite. Je crois qu'ils doivent mesurer 1,64 m. Il y a des difficultés à être tout à fait sûre de la valeur des pieds. Et puis, elle mesure 1,61 m. Donc, ils ne la veulent pas. Mais enfin, elle fait tellement de bruit auprès des gens qui l'engagent, qu'elle arrive à partir, effectivement, et que personne ne se doute que c'est une fille. Et ce n'est pas un cas isolé. Vous le dites au début de votre livre, il y a pas mal de femmes qui se sont fait passer pour des hommes. Alors, il n'y a pas simplement de femmes, il y en a, je crois, une quarantaine au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Simplement, la plupart du temps, on le sait. Et la plupart du temps, c'est soit des femmes de soldats, lui est mort et puis on la garde, soit des filles de capitaines, ou ça se passe comme ça. Et puis à ce moment-là, les femmes ont le droit de défendre. J'ai trouvé ça intéressant. Elles ont le droit de défendre leur territoire, elles ont le droit de défendre leur château, enfin, mais elles n'ont pas le droit de partir. Elles n'ont pas le droit d'attaquer. On a le droit de défendre, mais pas d'attaquer. C'est toujours ça. Alors elle part pour attaquer. Exactement. Enfin, en l'occurrence, ce sera la reprise de Minorque par les Français et les Espagnols aux Anglais. Vous avez la partie récit historique. Il y a une base historique et puis il y a toute une partie fiction, ce qui est très intéressant. On y reviendra. Vous-même, vous êtes un personnage de ce livre. On y revient dans un instant. Mais est-ce que vous n'avez pas été trop frustré de n'avoir que ce petit morceau d'histoire réelle? Alors, au début, je me suis dit, je vais raconter la quête de cette femme, et puis je vais trouver plein de choses, et puis je vais raconter ce que je trouve. Et puis, j'ai rien retrouvé d'autre. Il n'y a vraiment que ces 2 pages qui datent de 1782, c'est-à-dire, je pense, 1781, pardon, un mois après sa mort. Et puis, j'ai rien retrouvé d'autre. Donc, j'ai inventé, parce que sinon, je n'arrivais pas à savoir qui elle était. Donc, c'est intéressant qu'il y a ce personnage de Charles, qui est le petit soldat qui part à la guerre. Et puis, il y a Marie-Anne. Vous l'appelez Marie-Anne, c'est la fille, c'est la jeune femme originelle. Vous lui donnez un prénom, parce qu'elle n'a pas de prénom, cette jeune femme. Alors, je dis que je lui donne un prénom, que c'est peut-être pas ce qu'elle aurait voulu, puisqu'elle a choisi de s'appeler Charles, mais que moi, j'ai besoin d'un prénom féminin pour pouvoir dialoguer avec elle, avec sa féminité, sa part féminine. Elle en a une aussi, puisque jusqu'à la fin, elle n'oublie pas qu'elle est une femme, puisqu'encore à la fin, elle met ses mains devant sa poitrine pour pas qu'on la touche. Exactement. Donc elle le sait jusqu'au bout qu'elle est une jeune femme. Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous-même, vous vous perdez un peu entre ce « il » et ce « elle », et elle vous le racontez comme ça. Finalement, ça se passe au XVIIIe, mais c'est presque un débat très actuel, l'identité de genre. Alors, c'est un débat très actuel, sauf que le problème transgenre, à ce moment-là, historiquement, il n'existe pas. Enfin, elle se travestit, puis elle part, puis je pense qu'elle le fait
vraiment, enfin, je pars du principe que ce qu'elle cherche, c'est de trouver une liberté qu'elle n'a pas comme jeune femme. Donc c'est plus un problème enfin, une solution pour être libre qu'un travestissement qui aurait la valeur de ce qu'elle pourrait avoir maintenant, de ce qu'il pourrait avoir maintenant. Il y a donc ce personnage de Charles, le personnage de Oui. Marianne, qui est le personnage féminin de Charles. Et puis dans ce livre, il y a votre personnage à vous, l'écrivain, parce que vous êtes très présente dans ce livre. Vous expliquez comment vous travaillez, vous expliquez à quel moment vous allez chercher les textes historiques, à quel moment vous basculez dans la fiction. Et vous vous posez aussi beaucoup de questions, et vous posez des questions aux lecteurs, par exemple. Et Marianne, qu'a-t-elle pensé en découvrant la mer? A-t-elle poussé des cris parce qu'elle touchait au but? Vous avez pu répondre à quelques-unes de ces interrogations? Non, je crois que j'y réponds d'une certaine façon par la fiction. C'est-à-dire que je me pose ces questions, puis c'est à ce moment-là qu'intervient la fiction. Je le dis d'ailleurs la plupart du temps. Maintenant, il faut que je passe à la fiction parce que je ne sais pas comment continuer avec le personnage historique. Mais elle est restée opaque. Je n'ai jamais vraiment tout à fait pu me mettre à sa place, qu'à de très rares moments. Et puis, j'ai pu me mettre à sa place d'une certaine façon en passant par des personnages de fiction qui me permettent vraiment de m'approcher d'elle. C'est vraiment comme ça que j'ai travaillé. J'ai vraiment donné à lire la façon dont je m'approchais d'elle, comme auteur. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes allé chercher des textes, alors qui ne se référaient pas directement à elle ou à Charles, mais des textes de l'époque qui permettaient peut-être de vous faire deviner ce qui aurait pu être. J'ai beaucoup cherché. Je suis tombée sur ce Pierre Daudet qui est un petit peu postérieur à elle, mais enfin, pas assez pour que ce ne soit pas quand même le même trajet. Et puis, j'ai utilisé tout ce que j'ai trouvé. J'ai même trouvé des pages sur le langage de Saint-Gingolph au XVIIIe. C'est extraordinaire, ça. J'allais y venir c'est un vrai bonheur. Ouais, par exemple, le Bouvray s'appelait Hédier et ce mot est devenu Bouvray parce que c'est le bout où l'on virait. Voilà, c'est exceptionnel. On découvre plein de choses dans votre livre. J'espère, oui, parce que j'ai donné à lire ce que je découvrais, parce que pour moi, c'était aussi une partie du voyage, toutes ces découvertes. Et il y a aussi Tatacu de Polaï. Voilà, ça m'a fait rire. Ça me fait beaucoup aussi. Je suis contente que vous le releviez. C'est tatillon, en fait. Il tâte le cul des poules, c'est ça que ça veut dire, je crois. Et c'est le patois C'est un patois de Saint-Gingolph. Alors justement, au début, je parlais d'accent. Et puis cette amie historienne qui a relu mon texte après, parce que je voulais quand même être dans la vérité, historique au moins, m'a dit non, tu ne parles pas d'accent. Ce n'est pas des accents, c'est des patois. Ils ne se comprenaient pas toujours tous entre eux. Voilà, d'un village à l'autre, on ne se comprend pas. C'est incroyable. Il y a ce chapitre 24 qui m'a vraiment beaucoup marqué. Vous nous replongez dans cette vie de la fin du 18e, les soldats dans leur crasse. Vous l'évoquiez tout à l'heure, je vais vous citer. Leurs vêtements au sens propre et avec la saleté qu'ils transportent leur colle à la peau. Ils tissent leurs cheveux avec un très grand soin, mais ils ne les lavent jamais. Ils dorment dans leurs vêtements, transpirent dans leurs vêtements, sont malades dans leurs vêtements. Je cesse de respirer en lisant les récits de toutes ces puanteurs. Je sens aussi l'odeur des maladies et les épidémies. Évidemment, la fièvre jaune, la variole. Vous dites, comment diable faisait-on pour tomber amoureux dans un tel jus puant? C'est terrible. Alors, ce n'est pas son problème à elle, puisqu'elle ne tombe pas amoureuse. Mais c'est vrai que c'est exactement la période des liaisons dangereuses. Puis tout à coup, je me suis dit, oh là là, Valmont, enfin, il ne se lavait pas les dents, il avait des habits sales, ça ne devait pas être aussi glamour que comme on l'imagine maintenant, effectivement. Mais bon, tout le monde était dans le même jus. Au bout de ce récit, on arrive donc à la mort de Charles, le 26 décembre 1781, âgé de 17 ans. Il reçoit ce boulet de canon dans la jambe et il va décéder dans la nuit. Yel va décéder. Et puis, les sœurs vont commencer à lui faire sa toilette, vont découvrir sa poitrine, vont voir ses seins et puis oh mon Dieu, grand Dieu, ce soldat était une femme. Et vous écrivez, la première chose qui est faite, c'est de découvrir si elle était vierge. Et ça, vous dites, c'est ce qui vous a sans doute le plus heurté et qui vous a fait tilt, vraiment. Oui, c'est ce qui est dans le texte source. Peut-être que tout le monde faisait ça à ce moment-là. Il se trouve que c'était ou une vierge, alors à ce moment-là, c'était une héroïne, ou pas. Et puis, du coup, c'était une femme à soldat qui s'était engagée pour ça, et puis elle aurait été jetée aux oubliettes et dans la fosse commune. Mais ce geste sur cette toute jeune morte, pour moi, est quelque chose qui m'a bouleversée.
C'est ce qui fait que j'ai jamais pu la... Par moments, je me suis dit, bon, ça suffit, son côté sautillo, elle m'agaçait un peu avec cette tellement envie de partir, je comprenais, mais de là où je parle, hein, nous, partir au combat, c'est plus notre rêve, en tout cas, pas ici et de ma génération. Et puis, il y a ça qui m'a touchée tellement, qu'on fasse ce geste sur cette très, très jeune femme pour savoir ce qu'on va faire d'elle. Et puis ensuite, qu'elle soit récupérée, mise dans des dentelles, montrée à tout le monde. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est qu'ensuite, on réalise que c'est une femme qui a eu le courage de partir à la guerre, qui s'est battue, qui a lutté pour être acceptée dans les rangs militaires. Et donc, on va dire, voilà, si même une femme a le courage de partir à la guerre, alors vous, hommes, vous devez vous battre. Oui, puis vous devez être encore plus fort qu'elle, évidemment. Et puis effectivement, une semaine après, ils ont repris, mais je ne pense pas que c'était... Mais ils en ont fait une héroïne. Ils en ont fait une héroïne pour booster les troupes. Finalement, je me dis comme ça, c'est presque un croisement entre Mulan et Jeanne d'Arc, cette jingolaise. Oui, c'est drôle, on m'a déjà parlé de Mulan, qui est un dessin animé que je n'ai pas vu, mais qu'il faut absolument que je voie. Oui, parce que... Vous allez voir, il y aura des similitudes. Et puis, à la toute fin du livre, vous la tutoyez, cette jingolaise. On sent qu'il y a un attachement profond à elle. Vous l'aimez à la fin? Oui, à la fin, je l'aime. Je l'aime un peu tout le temps, mais à la fin, vraiment, je m'y attache. Notamment quand je suis allée à Minorque, parce que je suis allée à Minorque, j'avais vu cette statuette, puis je pensais que c'était une statuette, je ne sais pas si les gestes ont un sens, mais à peu près comme ça. Et puis j'ai fait tout le tour du musée militaire de Minorque, de Mahon, puis je ne la trouvais pas, puis ils sont venus me la montrer, puis elle est comme ça. Puis en plus, elle est sous un immense portrait du roi. Donc, elle est remise à sa place, j'ai envie de dire. De femme. Puis voilà. Là, je me suis dit, non, toi, je ne te laisse pas, je vais te donner, je vais continuer on va te redonner un petit peu de vie. Et ça s'appelle donc La Jingolaise et c'est édité chez Favre. Et on vous retrouve, Laurence Wojta, au Festival du Lac de Collonges-Bellerive. Voilà, c'est un festival que j'aime énormément, donc j'ai hâte. C'est au mois de juin, les 8 et 9 juin. Un grand merci, Laurence Wojta. Merci à vous. Et bonne soirée sur L'Aimant Bleu. Au revoir. Céline ses livres avec le Festival du Lac les 8 et 9 juin à Collonges-Bellerive.